Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous en cette fin de matinée. Donc, comme proposé, je vais intervenir sur le sujet de l'agrivoltaïsme, un sujet sans doute que vous connaissez bien, mais sur lequel voilà, on va apporter quelques éclairages. Et puis notamment, l'objectif pour moi, c'est de vous préciser un petit peu la position qui a été prise en Pays de la Loire par nos élus de la profession agricole sur l'agrivoltaïsme, ou tout du moins les nouvelles formes d'agrivoltaïsme. J'entends par là notamment l'agrivoltaïsme au sol. Voilà. L'idée, c'était de partager ensemble un petit peu le périmètre de ce que l'on évoque quand on parle d'agrivoltaïsme. Je ne vais pas vous étonner en parlant de l'agrivoltaïsme qui comprend, selon nous, profession agricole, bien sûr, ce que l'on connaît déjà depuis de nombreuses années, à savoir les toitures photovoltaïques sur bâtiments agricoles existants ou nouveaux bâtiments. Hein. Et donc, la notion d'agrivoltaïsme, telle qu'on la définit communément, c'est bien sûr des installations qui permettent de coupler une production photovoltaïque secondaire à une production agricole principale, en permettant une coexistence sur un même espace et, j'ai envie de dire, le tout dans un objectif d'interaction positive, que la production photovoltaïque ne vienne pas nuire à l'activité agricole en place ou créée spécifiquement. Donc, à partir de ce moment-là où on a cette complémentarité, cette interaction positive, ces projets-là peuvent se réaliser en zone agricole aujourd'hui ou zone naturelle. Voilà. Et jusqu'alors, il est vrai que nous avions une position au niveau de la profession agricole en dehors des bâtiments ou des serres agrivoltaïques qui ne permettaient pas l'agrivoltaïsme au sol. Et c'est ce que je vais vous partager. Il y a eu une inflexion, une évolution sur ce sujet. Alors, quelles sont les autres formes d'agrivoltaïsme dont on parle communément? Donc, les bâtiments, vous connaissez, bien évidemment. Les serres agrivoltaïques, j'imagine aussi que vous connaissez. On a d'ailleurs des exemples de réalisation donc, en Pays de la Loire. Donc, c'est sur ces différents sujets qu'ont statué nos professionnels. On a également des formes qui se développent, tout du moins de nombreux projets qui se développent en Pays de la Loire qui visent à, entre guillemets, connecter une production photovoltaïque à de l'activité d'élevage et principalement ovine à ce jour, hein, même si on commence à voir émerger quelques projets en complémentarité d'une activité bovine et de culture. Voilà, donc, format table, format ombrière. Alors, je vous montre quelques photos, mais ça ne veut pas dire pour autant que les photos que je vous montre sont automatiquement des projets qui seraient validés par la profession agricole en Pays de la Loire. Très concrètement, derrière cette question de l'ouverture à l'agrivoltaïsme, on va définir un certain nombre de garde-fous, justement pour se prémunir, pour préserver l'activité agricole première. Autrement dit, la photo en bas à gauche, c'est pas, selon nous, ce n'est pas de l'agrivoltaïsme, c'est du photovoltaïque au sol. On est sur une ferme solaire, là, très concrètement. Et voilà, c'était simplement quelques photos à titre d'éclairage. On va aussi recouvrir tout ce qui est installation solaire photovoltaïque sur culture pérenne. Alors, on n'a pas encore en Pays de la Loire recensé de projets en complémentarité de la viticulture, mais ça pourrait venir puisque nos collègues du sud de la France ont déjà beaucoup de réalisations de ce type. De même en arboriculture, et on voit émerger des nouveaux projets sur d'autres types de cultures pérennes, notamment en maraîchage ou houblonnière, par exemple. Donc ça, vous connaissez, j'imagine. Et puis, dernier sujet, c'est le sujet des ombrières photovoltaïques. Là encore, qui peuvent s'envisager avec différentes complémentarités d'usage. Un usage avicole, un usage canard, pour couvrir des parcours. Ça peut aussi s'envisager pour couvrir des espaces piscicoles, notamment ça se fait dans les dom-toms, ou bien sûr pour couvrir des espaces de stockage. Voilà la petite introduction préalable que je voulais vous partager sur quand on parle d'agrivoltaïsme. Selon la profession agricole, il y a ce qu'on connaît, voilà, les couvertures de bâtiments, mais ça recouvre tout un tas d'autres solutions potentiellement. Bon, vous le savez, c'est un sujet qui fait l'actualité aujourd'hui. Il y a de nombreux projets, mais si ça fait l'actualité, c'est aussi fort, j'ai envie de dire, d'un mouvement qui est engagé depuis déjà pas mal d'années au niveau national. Cet état des lieux, vous le connaissez aussi bien que moi, hein, c'est la production aujourd'hui photovoltaïque installée, voilà, on est à peu près à plus de 10 gigawatts si on mettait à jour ces chiffres qui datent de fin 2019. On est, par rapport à la moitié nord de l'Hexagone, dans les régions les plus dynamiques en termes de puissance installée sur le photovoltaïque. Et c'est surtout, je vais passer ça très vite, c'est surtout ce graphique-là qui nous intéresse, puisque c'est celui-ci qui insuffle notamment la dynamique que l'on vit en Pays de la Loire.
c'est notamment les objectifs de la PPE à horizon 2028. Et quand on regarde plus spécifiquement les objectifs concernant le vecteur énergétique photovoltaïque, on voit là qu'il y a un programme assez ambitieux puisqu'on est sur un objectif, une marche, on va dire, assez importante, qui est de faire un x4 à x5 selon l'ambition que l'on retient, à savoir si on est sur un objectif bas ou un objectif haut. Et quand on met ça en parallèle des autres vecteurs énergétiques de production d'électricité renouvelable, notamment l'hydroélectricité aujourd'hui qui tient le premier rang devant l'éolien, bah, ça placerait à terme le photovoltaïque quasiment au premier rang, allez, on va dire quasiment à égalité avec l'éolien si on arrivait à atteindre ces objectifs. Ça veut dire quoi? Que très concrètement, bah, on espère bien sûr que la dynamique photovoltaïque sur bâtiment va se poursuivre, telle qu'elle est engagée aujourd'hui. Mais il y a une question qui interpelle plus spécifiquement la profession agricole, vous vous en doutez pas, c'est la dynamique qui va concerner le photovoltaïque au sol. Et dans le photovoltaïque au sol, on fait deux nuances. Il y a le photovoltaïque au sol sans activité agricole spécifiquement liée, qui se fait déjà aujourd'hui, qui va se poursuivre sur certains types de surfaces bien dédiées. Et il y a ce qui va pouvoir être, entre guillemets, encouragé en matière d'agrivoltaïsme, qui se fait peut-être plus spécifiquement aujourd'hui dans les régions du sud de la France et qui va potentiellement venir, bien sûr, dans nos régions. Et à cet égard, c'est là que la position agricole des Pays de la Loire a pris une position d'ouverture avec un certain nombre de garde-fous. Alors, si on prolongeait ces tendances, ce x4, ce x5, si on se disait qu'il y a 50% qui va se faire au sol et 50% sur toiture, ça voudrait dire faire 18 à 22 gigawatts supplémentaires au sol. On a essayé de le retranscrire en foncier, hein, en surface. C'est à peu près 18 000 à plus de 20 000 hectares. Au niveau national, hein, j'entends. Mais bon, ça peut paraître important, mais quand on met ça en perspective de ce que représente la surface agricole utile française, ce n'est que 0,0008%. Et à horizon 2028, ça représenterait la consommation équivalente d'une commune par an. On a 35 000 communes aujourd'hui en France, à peu près 2 000 hectares par commune, si on fait un ratio simple. Voilà ce que ça représente. Si on se disait que cet objectif de 35 à 44 gigawatts, il était fait par 50% au sol, voilà ce que ça représenterait en termes de consommation de foncier. C'est des repères qu'il est intéressant d'avoir en tête, notamment pour tempérer peut-être les inquiétudes concernant le photovoltaïque au sol. En disant ça, je ne dis pas que tout est possible, loin de là. Et c'est notamment sur ce point-là que la profession agricole s'est retrouvée depuis plus d'un an maintenant, puisque bien sûr, elle perçoit très concrètement la dynamique qui s'opère sur le terrain. Hein. On a beaucoup de projets aujourd'hui en Pays de la Loire, hein, que ce soit des projets photovoltaïques au sol ou des projets d'agrivoltaïsme. Je dis ceci toujours. Voilà, donc il y a des projets importants. Le plus souvent, il est vrai, portés par un certain nombre d'opérateurs privés, hein, pas spécifiquement des agriculteurs. Hein. Les projets d'agrivoltaïsme aujourd'hui qu'on voit émerger, il y en a certains qui sont portés par des agriculteurs, mais le plus souvent par d'autres types d'opérateurs. Donc derrière, légitimement, il y a des questions qui se posent. Il y a des questions notamment de retombées locales, en fait. Voilà, est-ce que la population locale, les élus locaux, les SEM locales, les agriculteurs ne peuvent pas aussi se saisir de ces opportunités-là pour maximiser les retombées locales? Ça fait partie des sujets auxquels nos professionnels agricoles tiennent fortement. Tout comme sur l'éolien, à un certain moment, on s'est posé la même question. La question se pose aujourd'hui par rapport à cette nouvelle dynamique du photovoltaïque au sol généralement. La question, bien sûr, première, c'est celle de la préservation du foncier agricole. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais tout comme il y a une ambition forte en matière de développement des énergies renouvelables en France, il y a aussi parallèlement une ambition très forte, inscrite par un arsenal législatif, traduit dans un arsenal législatif, qui vise à préserver le foncier agricole. Ça se traduit aujourd'hui dans les SCOT, dans les PLUI, où notamment les élus locaux doivent raisonner, j'ai envie de dire, les emprises foncières pour le développement résidentiel et le développement économique. Et on a aussi un objectif à 2050 de zéro artificialisation nette. Donc voilà, il y a ce double objectif de préservation du foncier agricole d'un côté et de satisfaire à des obligations de développement du mix énergétique renouvelable français. Et par rapport à ces nouveaux projets, la dernière question qui a fortement animé nos élus, ok, soit, c'est peut-être intéressant de s'ouvrir sur ces nouvelles dynamiques, mais il faut aussi se garantir de la véritable compatibilité avec l'activité agricole. Donc, je vais terminer rapidement sur justement, mais vraiment de manière synthétique, hein, pour laisser la place aux questions,
sur ce qui ressort en substance de ce, on pourrait l'appeler cette doctrine régionale ou un cadre de référence régional dont a voulu se doter la profession agricole sur le photovoltaïque. Ça a notamment été animé auprès des élus chambres d'agriculture, des 5 départements ligériens, également des syndicats, des élus de la FRSEA, aujourd'hui syndicat majoritaire aux manettes des chambres d'agriculture, et des jeunes agriculteurs. Voilà. Quand on parle de cadre de référence de la profession agricole, c'est les élus de ces 3 entités-là. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort déjà une réaffirmation des priorités d'implantation pour les installations solaires photovoltaïques. La priorité des priorités, c'est bien sûr de poursuivre la dynamique en cours sur l'optimisation des toitures photovoltaïques sur bâtiments agricoles existants ou sur nouveaux bâtiments. Ça doit rester motif. Bien sûr, la profession agricole a voulu aussi réaffirmer pour son environnement et notamment les élus locaux le fait qu'il fallait avoir la même dynamique sur les autres bâtiments, notamment les bâtiments industriels, commerciaux, les entrepôts et logistiques. De même, maximiser les couvertures de parking ou toute autre surface artificialisée, les friches industrielles notamment ou urbaines, qui ne pourraient être recyclées pour d'autres usages, notamment de renouvellement urbain. De même, ça c'était déjà dans notre doctrine préexistante, la profession est tout à fait favorable à ce que des installations solaires photovoltaïques puissent se faire sur des sites pollués ou dégradés. Par là, j'entends notamment les anciennes mines d'uranium, les centres d'enfouissement technique, voilà, les anciennes décharges d'ordures ménagères. Et puis, un dernier sujet a été ouvert également, c'est les plans d'eau. Et là, la profession agricole est assez favorable à l'expérimentation de réalisation de couverture de plans d'eau par du photovoltaïque et dans l'analyse au cas par cas pour avoir un peu plus de références sur ces sujets-là. Alors, je sais qu'il y a des projets en cours, que tout n'est pas simple, il y a des contraintes techniques et il y a des surcoûts économiques. Mais voilà, sachez que la profession agricole est ouverte au sujet, notamment par rapport aux nombreuses réserves d'irrigation qu'il y a aujourd'hui en Pays de Loire, où il peut y avoir du sens à les couvrir en solaire photovoltaïque. Et donc, les inflexions, quelles sont-elles? Eh bien, les inflexions, la profession agricole donc, a ouvert, comme j'ai envie de dire, champ du possible, les projets d'agrivoltaïsme qui complètent, bien sûr, les toitures. Et donc, j'entends par là les projets d'agrivoltaïsme au sol, en complémentarité avec des cultures ou de l'activité d'élevage et sur serre. Mais pas à n'importe quelle condition, avec un certain nombre de garanties qu'on est en train de partager avec les services de l'État, et notamment les DDT, qui sont à l'instruction de ces projets-là. Je vais vous les citer rapidement, c'est ce qui est en rouge. Avant cela, la profession agricole a voulu aussi compléter les sites potentiels qui pourraient accueillir du photovoltaïque au sol, c'est-à-dire sans activité agricole liée, et donc on ne parle pas là d'agrivoltaïsme. On a ouvert potentiellement, et là c'est vraiment au cas par cas, c'est pas les grandes portes ouvertes, c'est vraiment du cas par cas, le sujet des anciennes carrières antérieures au schéma régional des carriers qui date de 2019, et toutes les anciennes carrières qui ont eu des autorisations d'exploiter antérieures à ce schéma régional des carriers pourraient faire l'objet d'examen au cas par cas quand on a eu, certes, une remise en état qui visait un retour à l'agriculture, mais qui, dans les faits, la remise en état n'a pas été satisfaisante et depuis X années, on observe que malgré toutes les bonnes initiatives des agriculteurs, on n'arrive véritablement pas à en faire une exploitation agricole correcte. On pourrait, à partir d'un consensus local qui réunit la profession agricole, les élus locaux, les propriétaires et le porteur de projet, examiner au cas par cas une sortie de ce foncier-là d'un usage agricole pour en faire un usage spécifiquement photovoltaïque. Et donc une traduction dans le PLU, bien sûr, qui va avec un dézonage A pour passer en zonage indicé énergie. On pourrait également examiner au cas par cas d'anciens sites agricoles artificialisés qui ne sont pas, j'ai envie de dire, pléthoriques au niveau Pays de Loire, mais il en existe un certain nombre. Je pense par là notamment aux zones horticoles. On a dans la zone du végétal spécialisé le long de la Loire sur Angers, entre Angers et Saumur, où on a pu observer ici et là des zones de 5 à 10 hectares d'anciennes serres horticoles laissées à l'abandon qui partent en friche et sur lesquelles il est très difficile d'envisager du renouvellement urbain puisque ça participe au mitage de l'espace, il y a des problématiques de réseau
et où le photovoltaïque, par exemple, pourrait être une reconversion de bon sens permettant une réhabilitation de ces espaces. Les derniers points qu'on a également ouverts et sur lesquels on a à nouveau de nombreuses questions, c'est le sujet des délaissés routiers. Là, on a évoqué le fait de pouvoir éventuellement examiner, encore une fois au cas par cas, certaines zones, mais en spécifiant bien que ce seraient des zones, dans tous les cas, restreintes, enclavées et sans valorisation possible par l'agriculture. Malheureusement, aujourd'hui, en ayant ouvert ce sujet, on se fait un petit peu dépasser par les porteurs de projets qui viennent avec, entre guillemets, dans leur tête, des projets sur des délaissés, mais des délaissés qui correspondent à des surfaces de 30 à 40 hectares qui sont aujourd'hui complètement réutilisées par l'agriculture et qui correspondent à des zones de production fourragère. Donc, on n'est pas tout à fait sur la même notion de délaissé. Ça méritera que notre doctrine soit réactualisée pour mieux préciser ce qu'on entend par délaissé routier. Je termine enfin. J'espère que je suis dans les temps. Oui, vous me dites? J'ai 2-3 minutes encore. C'est super. Sur justement l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme, donc ce qu'on a souhaité ouvrir comme nouveau champ du possible, ça recouvre bien sûr tous les cas que j'ai évoqués tout à l'heure, hein, toutes les formes d'agrivoltaïsme. Donc, on prend une activité agricole première et une activité photovoltaïque secondaire. Ça veut dire que c'est envisageable sur zone agricole, on est bien d'accord. Mais ces projets-là, ce qu'on demande avant tout, c'est qu'ils soient concertés le plus en amont possible avec la profession agricole et bien sûr, le plus souvent, les élus locaux. Que sur ces projets-là, dans leur maturation, à un moment donné, ils puissent être validés systématiquement en CDPENAF. Ça se fait assez bien en Pays de Loire. On est quand même vigilant, il y a quelques disparités départementales. Je vais vraiment sur la synthèse de ce qu'il y a dans notre doctrine. Dans les revendications de la profession, c'est bien sûr de faire valoir une remise en état du site à l'issue de l'exploitation de l'unité solaire photovoltaïque. Autrement dit, qu'on ait une réversibilité complète des installations photovoltaïques. Un autre point qui va être le point crucial, hein, c'est de faire la démonstration de la compatibilité entre l'activité agricole et l'activité photovoltaïque. On a déjà des choses qui ont été faites, notamment sur les serres agrivoltaïques. Il y a eu quelques années, on avait des études de marché, on avait des garanties contractuelles. On voit bien que par rapport à des expériences malheureuses où aujourd'hui on a toujours ces serres photovoltaïques, mais on n'a plus d'activité agricole dessus, qu'il faut compléter, ces justifications et ces sécurisations de la pérennité de l'activité agricole. Donc, on a rajouté quelques critères supplémentaires quand on parle de compatibilité. On a notamment fait valoir que l'aspect mécanisation des parcelles puisse être pérennisé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on vient télescoper très concrètement dans les projets qui se font jour aujourd'hui la notion de densité et d'espacement entre les panneaux. Vous connaissez les gabarits des engins agricoles. Il faut absolument ménager des espacements de 4 mètres entre les rangées de panneaux pour avoir une véritable mécanisation des parcelles. Aujourd'hui, beaucoup de projets ne ménagent pas ces espacements, par exemple. Ça renvoie aussi à des notions de densité. Quand on sera sur des ombrières photovoltaïques sur parcours avicole, là, on s'appuiera notamment sur un cahier des charges qui a été travaillé par le syndicat national des labels avicoles français, qui définit une densité maximum de surface de panneaux par rapport à une surface de parcours, qui définit des espacements entre les ombrières, etc., etc. Et puis aussi, on sera très attaché à ce que le porteur de projet, quel qu'il soit, puisse attester de la sécurisation sur le long terme de l'activité agricole. Autrement dit, aujourd'hui, on voit beaucoup de projets agrivoltaïques être déposés sur des formats de mise à disposition précaires, sur des prêts à usage gratuit. Donc, autrement dit, on n'a aucune garantie pour l'exploitant que le propriétaire ne reprenne pas les terres quand bon lui semble. Ce qui nous semble opportun, c'est à minima de s'appuyer sur des baux ruraux qui sécurisent au moins sur 9 ans l'activité agricole. Et il y a un dernier point sur lequel on a fait une forte revendication et où les services de l'État aujourd'hui ne savent pas comment le gérer, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les outils réglementaires pour le faire appliquer. Là encore, ce sont les expériences malheureuses de serres agrivoltaïques qui nous font oser cette recommandation. À un instant T, à partir du moment où on a un projet agrivoltaïque qui réunit tous les critères, on est en capacité au niveau de la profession agricole de le valider, même si on est consulté qu'à titre consultatif. L'avis formel, c'est l'avis de la DDT, de chaque département. Le plus souvent, la Chambre d'agriculture est sollicitée pour avis consultatif, de même que la CDPENAF. Ce qu'on a fait valoir,
c'est que, OK, on valide à l'instant T un projet agrivoltaïque qui réunit tous les critères souhaités par la profession. Mais par contre, il faut qu'on puisse avoir un outil qui permette d'examiner pendant la durée du projet, pendant la vie du projet. Imaginons qu'au bout de 5 ans, on est un exploitant, l'activité agricole, voilà, il y a une transmission, et qu'on n'arrive pas à retrouver d'activité agricole pour X et X raisons. Alors, on ménage une période de 6 mois à 1 an pour retrouver une activité agricole, ça c'est légitime. Mais si au bout d'1 an, ce parc, en fait, ne retrouve pas d'activité agricole première, et qu'on se retrouve qu'avec une unité solaire photovoltaïque, là, ça pose question. On a aujourd'hui le cas sur des serres, et pour la profession agricole, il ne serait pas légitime d'autoriser la poursuite de l'exploitation de ce parc agrivoltaïque, validé à un instant T comme un parc agrivoltaïque. Si 5 ans après, il n'y a plus d'activité agricole, il faudrait pouvoir imposer son démantèlement. Je sais que les termes et les propos peuvent vous paraître forts, mais là, voilà, il y a un vrai sujet en question, en débat avec les services de l'État. Donc, je conclurai pour laisser la place aux échanges et aux questions sur, voilà. Pour la profession agricole des Pays de Loire, ce qu'il faut retenir, c'est que l'agrivoltaïsme a du sens, bien sûr prioritairement sur bâtiments existants ou à créer, mais aussi sur d'autres formes. Et sur ces autres formes, notamment, ce qui aurait encore plus de sens, c'est que les projets soient portés demain par des agricultrices et des agriculteurs. C'est un souhait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour insuffler plus de dynamique des agriculteurs et des agricultrices sur ce sujet? Sur des parcours avicoles, on commence à le voir. Sur d'autres types de projets, vu les montants d'investissement, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'avec les opérateurs tels qu'on connaît aujourd'hui, il faut bien sûr les admettre. Hein. C'est parce qu'on ne peut pas n'autoriser que les projets portés par des agriculteurs. On veut simplement qu'ils aient leur rôle à jouer. Et sur les autres projets portés par d'autres types d'opérateurs, la profession agricole est tout simplement attachée à ce que le financement, c'est-à-dire l'investissement et la richesse générée puissent être partagées à un moment donné et ouvertes aux entreprises agricoles concernées. Et ce n'est pas ce qu'on observe sur tous les projets aujourd'hui. Certains l'ont complètement intégré, pas tous. Il y a une chose importante que je veux vous préciser par rapport à la définition que j'ai donnée de l'agrivoltaïsme sous-entendue par la profession agricole des Pays de Loire. C'est une activité photovoltaïque secondaire complémentaire à une activité agricole première, le tout dans une interaction véritablement positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la profession agricole des Pays de la Loire sous-entend par là que l'agrivoltaïsme est possible sur tout type de surface agricole en Pays de la Loire. Et pas uniquement ce qu'on aurait pu présupposer, à savoir les surfaces de faible qualité agronomique. Eh bien non, à partir du moment où on dit le photovoltaïque interagit positivement avec l'activité agricole et que donc il ne va pas nuire à ses rendements, il ne va pas nuire au bien-être animal, etc., on peut l'envisager sur tout type de surface, y compris les surfaces les plus productives. Voilà, bon, je pense avoir dit l'essentiel de ce qu'était un peu le sens de l'ouverture de la profession agricole des Pays de la Loire sur le sujet de l'agrivoltaïsme. Si toutefois il y a des questions, bien sûr, j'espère qu'il y en aura. Je suis à vous. J'espère avoir été assez clair. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai. Est-ce que vous m'entendez, Stéphane? Alors, Simon, je vous entends très bien, mais par contre, je suis désolé, je n'ai pas entendu la personne qui a pris la parole très, très loin. Je vais transposer la question, tu me reprends ainsi. En fait, est-ce que vous avez des idées sur les critères de partage de la valeur ajoutée créée, hein, c'est bien ça? Ou sur les outils de financement à mettre en œuvre? Alors, sur la répartition de la richesse ou sur la capacité à ouvrir l'investissement, on n'a pas défini de critères plus précis, on n'a pas déterminé de seuil. Ce que l'on sait simplement, voilà, selon les opérateurs aujourd'hui, il y en a certains qui sont complètement ouverts au sujet et qui ont créé des outils pour ce faire, pour permettre par exemple le financement pour partie d'un agriculteur, voire le financement complémentaire de la population locale par rapport au sujet de l'acceptabilité que je n'ai pas évoqué, mais qui va être un point important aussi à travailler par rapport à ces projets-là. Aujourd'hui, on y est très confronté sur l'éolien, très confronté sur la méthanisation. On commence à le voir sur le photovoltaïque, donc on se dit qu'il faut aussi travailler sur le sujet de l'acceptabilité et peut-être que ce sujet de l'ouverture au financement et le partage de la valeur ajoutée est un des leviers, sans définir a priori des critères plus précis de partage. Voilà. Et les outils, pour répondre à la question des outils, selon les opérateurs, ça peut être des outils très, très différents. On a un questionnement de la profession agricole, sans avoir avancé le sujet, qui pourrait être aussi quel format juridique
on pourrait proposer aux agriculteurs pour prendre part de tels projets. Soit c'est individuel, soit c'est un format collectif, type SAS agriculteur. Mais voilà, ça fait partie des sujets qui sont en réflexion sans avoir été au bout de la démarche à ce stade. Oui, j'ai entendu la question. Non, en matière d'agrivoltaïsme, mais l'agrivoltaïsme, vous voyez bien ce que ça sous-entend derrière, c'est à la fois la dynamique actuelle sur les bâtiments. Dans votre question, c'est plus spécifiquement sur les nouvelles formes d'agrivoltaïsme ou c'est toute forme d'agrivoltaïsme confondue? Ça peut être sur tout l'agrivoltaïsme d'une manière générale, effectivement. Alors peut-être pourquoi pas, c'est qu'un focus sur le sol qui est un peu plus complexe. Alors, votre question tombe à point. Je ne sais pas si monsieur Boursier est toujours parmi nous avec d'Enedis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, plus spécifiquement, pour évaluer la proportion jouée par les agriculteurs dans la production d'électricité renouvelable issue d'installations solaires photovoltaïques, on a du mal à avoir cet état des lieux aujourd'hui. À notre niveau, hein, peut-être vous l'avez, mais ça fait partie des questions, justement, on est en échange bien sûr avec Enedis pour conventionner dans chaque département sur ces sujets-là, sur la question des raccordements qui était évoquée tout à l'heure également. Mais pour définir un objectif plus précis, comme c'est votre demande, il faudrait déjà savoir plus précisément d'où on part par rapport aux 650 MW crête installés en région Pays de Loire. Quel est le rôle joué aujourd'hui par les installations agricoles photovoltaïques? Avez-vous cet état, vous, aujourd'hui? Ça m'intéresserait d'ailleurs. Non. Aujourd'hui, on n'a pas cette finesse, je ne pense pas, cette finesse-là. Par contre, c'est à travailler, et ça, c'est à travailler avec les services de l'État, c'est à travailler avec la Pays de Loire pour essayer précisément et demander aux élus, d'ailleurs, aux élus régionaux, qu'on puisse avoir une cartographie de ce qui est installé par thématique, on va dire. Donc ça, effectivement, on ne l'a pas. Par contre, vous, aujourd'hui, vous pourriez quand même, indépendamment de cela, dire on estime qu'on a un potentiel au sol, parce que la question, elle était surtout au sol, la problématique, elle est au sol, de X mégawatts au regard de la caractérisation de vos sols et de la capacité à être compatible avec votre activité agricole, avec des activités agricoles. Je note quand même, quand vous dites qu'il faut que ça soit compatible, on le comprend tout à fait, mais que derrière, ça soit réversible, ça, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'un modèle économique de centrale au sol, c'est 20 ans, voire 25, même si je préfère raisonner sur 20 ans, parce qu'on est sûr d'avoir un tarif sur 20 ans. On est sûr. Ouais, bref. Et par contre, il faudrait, on ne peut pas démanteler une centrale avant sa fin de vie, avant les 20 ans, sinon le modèle économique des énergies renouvelables tombe. Donc, qu'elle soit compatible avec une activité agricole, ok. Par contre, on nous demande que si cette activité évolue, on enlève des panneaux qui ont fait autre chose, ça va être impossible. Olivier, oui, on en a tout à fait conscience. Hein. Et d'ailleurs, les services de l'État, aujourd'hui, aucun moyen d'imposer les difficultés que ça revêtrait par rapport à l'aspect bancable des projets par les différents porteurs, si une telle clause était mentionnée. Ça fragiliserait le financement des projets. Mais on a quand même identifié là un sujet qui est la question de comment s'assurer de la pérennisation de l'activité agricole. Parce que pour répondre aux deux questions qui viennent d'être posées, à la fois la question de l'ambition, je vais être très clair, aujourd'hui, il n'y a pas d'ambition chiffrée sur l'agrivoltaïsme au sol en tant que tel. Vous l'avez compris, l'idée c'est plutôt d'être proactif sur le sujet de poursuivre la dynamique sur le sujet des toitures de bâtiments agricoles, ça reste la priorité des priorités. Et l'idée par rapport à la fermeture telle qu'elle préexistait jusqu'alors, c'est d'être ouvert aux nouvelles formes et plutôt d'accompagner le mouvement sur la base d'un cahier des charges, sans être véritablement plus qu'ambitieux que ça. L'idée, c'est quand même de garder la priorité sur les bâtiments hein, et de faire en sorte que toutes les toitures de bâtiments, quelles qu'elles soient optimisées. Pour autant, il était important pour la profession de s'ouvrir. Les régions du sud de la France, les régions agricoles du sud de la France, poussaient notamment nos têtes de réseau, Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à ce que dans chaque région française, chaque département agricole français, il puisse y avoir une position de prise sur le sujet de l'agrivoltaïsme. Ça a été fait
précurseur au niveau de l'Hexagone dans la moitié nord pour les Pays de la Loire. Voilà, maintenant, on va assumer cette prise de position, mais en n'ayant pas d'objectifs plus fins que cela sur l'agrivoltaïsme au sol. C'est d'accompagner le mouvement et de l'encadrer pour permettre un développement cohérent et surtout qui assure une pérennité de l'activité agricole. Olivier, ta remarque, je la comprends tout à fait, on la comprend tout à fait, mais malgré tout, là, il y a une question de la profession agricole qui subsiste, c'est comment s'assurer la pérennité de l'activité agricole. Parce que si on observe ces dérives à 4-5 ans et que finalement, tous les projets qu'on a pu accepter en agrivoltaïsme se traduisent par des unités solaires photovoltaïques sur du foncier agricole en zone A dans les PLUI, on va être face à un problème. Tout à fait. Non, mais ça, je partage. Enfin, le but du photovoltaïque, c'est pas de faire ça, c'est pas de remplacer l'activité, ce que je disais en introduction, des agricoles pour habiller Jacques. Après, il faut qu'on ait des règles assez claires. Moi, ce que je demande, c'est que c'est pas de faire des centrales au sol sur des terrains cultivables, de céréales, etc. C'est pas l'objectif. Par contre, derrière, s'il y a une compatibilité, là, bon, les bâtiments, ok. Les serres horticoles, à condition que ce ne soit pas construit juste pour faire une serre photovoltaïque, mais qu'il y ait bien un horticulture en dessous, ça fonctionne. Une serre, de toute façon, c'est pas démontable. On est d'accord que lorsque vous acceptez un projet, donc ce que je comprends, c'est que tous les projets vont passer, c'est pas plus mal d'ailleurs, parce que c'est vous les experts en affaires d'agriculture, par les fourches communes des chambres et donc de l'accès des ménages, et vous allez regarder au cas par cas des projets. Pour les bâtiments agricoles, c'est plus simple, mais serre horticole, structure au sol, par exemple dans le cadre de l'agriculture, donc les volailles pour des parcours, il y a aussi possibilité de faire des choses à condition que ça soit équilibré, modéré, tout ce que l'on veut. Et ça sera à vous de nous dire. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de ratio de dire, je ne sais pas moi, sur 1 hectare de parcours de volaille plein air, on a le droit de mettre 10%, 20%, 30% de photovoltaïque. Aujourd'hui, il n'y a pas des règles plus fines que ça. Alors, si, Olivier, justement, et c'est le travail qui reste à faire avec certaines filières où on observe le plus de dynamique de projet aujourd'hui, sur la volaille de chair, il y a des critères assez précis qui ont été définis par le syndicat national des labels avicoles. Donc, on parle bien de la volaille de chair, je ne parle pas des canards, là, des poulets, poulets. Donc là, il y a des critères. Autrement dit, aujourd'hui, sur un parcours avicole en label de 5 hectares, tu ne pourras pas mettre plus de 10% de panneaux photovoltaïques. Et il y a d'autres critères après qui viennent sur les espacements entre les différents modules que tu voudras implanter. Donc très concrètement aujourd'hui, notamment en Vendée, pour citer là où il y a une dynamique assez soutenue aujourd'hui, on a pas mal de projets qui nous ont été portés à connaissance par l'administration sur des parcours avicoles et passer au crible de ce qu'est aujourd'hui écrit dans notre doctrine, qui ne passe pas, sur lesquels on émet un avis négatif, très concrètement, un avis formalisé, signé du président de chambre de Vendée, voilà, qui selon notre doctrine aujourd'hui ne valide pas le projet, qui est repris le plus souvent aujourd'hui par les services de l'État, il faut le dire. Voilà. Donc là, sur cette production volaille de chair, il y a des critères plus précis. Sauf qu'aujourd'hui, on a un tel panel de projets, notamment sur l'ovin. Sur l'ovin, pour être très, très transparent avec vous, très direct, on a aujourd'hui des projets qui sont présentés comme des projets d'agrivoltaïsme, donc sur du foncier agricole, qui est en zone A, très concrètement, sur lesquels il y a une activité ovine préexistante ou pas, qui est créée de toutes pièces. Et on nous présente des projets d'agrivoltaïque avec, quelquefois, ni plus ni moins, une ferme solaire. Donc, quand on regarde la photo vue du ciel, c'est couverture de photovoltaïque. Et on nous met une activité ovine qui est plus du pastoralisme, qui va faire de l'entretien de boudrans ou d'interrants, mais des interrants très, très resserrés. Et on nous présente ça comme de l'agrivoltaïsme. Vous comprenez que la conclusion, c'est un positionnement négatif sur ce type de projet. Et à l'inverse, on a des projets où là, véritablement, on a une activité ovine préexistante. Et on commence à avoir des projets avec des densités, des hauteurs de panneaux pour permettre la mécanisation, les faneuses, le passage des faneuses, qui nous apparaissent plus cohérents. Mais après, voilà, c'est pas la majorité des projets aujourd'hui. Donc, on voit qu'on est quand même à faire face à une disparité de projets. Et ce qui nous ennuie encore dans tout ça, c'est que quelquefois, la profession agricole, et notamment la Fédération nationale ovine, a cautionné certains types de projets qui, pour nous, ne sont pas des projets d'agrivoltaïsme. Donc, on a aussi à travailler en notre propre sein, au niveau des filières agricoles, en Pays de Loire, pour dire,
voilà, sur l'activité ovine complémentaire à une activité photovoltaïque, c'est quoi le juste équilibre? Et c'est de définir des critères plus précis comme vous les sous-entendez. C'est la même chose sur les parcours canards. Aujourd'hui, on a un cas très très précis sur les parcours volailles de chair, mais sur les canards, on n'a rien. Et on a des projets aujourd'hui avec des ombrières sur des parcours canards. Merci Stéphane. On voit que les choses sont encore à finir à construire. J'ai une question de Grégoire. Oui, bonjour. Moi, je travaille pas mal avec vos confrères plus sur la partie bâtiment et je travaille également sur la partie parcours, volaille. Et j'ai deux remarques. La première, c'est les règles du cinéma qu'on veut suivre ont quand même une contrainte très importante, en particulier quand on est sur des petits parcours qui peut empêcher la réalisation de petits projets qui est à la distance de 2 fois les abris, et qui est finalement beaucoup plus limitante que les 10%. Les 10%, c'est pas gênant et qui peut des fois nous poser des problèmes pour amortir tout raccordement et finalement faire des projets. C'est une remarque par rapport à ce règle-là. Le deuxième point, c'est en ce moment, échangeant, moi j'ai des projets que je souhaite lancer, mais je suis un peu perdu en particulier parce que au sein même de la chambre, les gens ne savent pas comment traiter ça. Et donc, du coup, ils ne préfèrent pas avancer sur la construction des permis parce que justement, il n'y a pas eu cet échange avec la filière canard, par exemple. Qu'est-ce qui va devenir du bio, etc. Et je veux savoir un peu la chambre, comment elle a abordé ça pour ne pas avoir quelqu'un sur cette partie volaille de chair, mais également sur les autres filières, justement, être proactif, parce que sinon, on est un peu dans le flou. Et l'autre point, c'est que même vous, vos services qui font des permis, sont dans le flou et ils font des permis qui seront refusés par le service de la Chambre qui s'occupe d'émettre des avis. Ouais. Donc aujourd'hui, là, on est vraiment dans l'actualité. Hein. Cette doctrine professionnelle là, qui a mis du temps à être finalisée, vous en doutez bien, hein, ça a été des sujets très divergents d'un département à l'autre. Elle vient d'être finalisée très concrètement. Donc ça, c'est la position, on va dire, consulaire des élus, qu'il faut maintenant qu'on fasse vivre et qu'on fasse transpirer à l'intérieur des services opérationnels. Vous avez complètement raison, notamment entre nos collègues qui interviennent sur les permis de construire, nos équipes bâtiments et les gens qui sont dans mon équipe, par exemple, sur le service énergie. C'est à nous de faire vivre ça. Donc là, ça, c'est l'actualité. On est dedans. Donc, et vous avez raison, aujourd'hui, il y a besoin de faire percoler, on va dire, ce positionnement professionnel. Et vous avez aussi mis le doigt sur quelque chose d'important, j'aurais dû commencer par ça tout à l'heure, c'est une position professionnelle qui a été prise, voilà, dans un contexte donné à un instant T, par rapport à un état des connaissances de projets tels qu'on les avait depuis plus d'1 an. Depuis, on a déjà des nouveaux profils de projets. Tout ça pour dire que ce qu'on a entériné il y a quelques mois, là, il y a 2 mois, hein, très exactement, c'était fin avril qu'on a validé cette doctrine, c'est que de toute façon, là, on est sur une doctrine V1. Et que nécessairement, dans 6 mois, il faudra actualiser ce positionnement professionnel parce qu'il est incomplet. Autrement dit, on va s'aguerrir aussi des nouveaux projets, des nouvelles questions, et notamment vous nous en posez un certain nombre. Il faut qu'on le complète. Il faut qu'on aille se concerter avec les professionnels des filières que j'ai évoquées, ovins, etc., pour compléter un peu le positionnement. Mais vous comprenez comme moi qu'on est un petit peu dans le feu actuellement, hein. Tout ça, ça bouillonne. Des nouveaux profils de projets qui arrivent tous les jours, qu'on n'avait pas anticipés et sur lesquels on n'a pas de positionnement prédéfini. Donc, j'en suis désolé. Je vois bien que ça vient contrecarrer des services très opérationnels, mais bon, voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas mieux faire. Hein. On essaie de suivre cette dynamique qui est très soutenue, mais on fait malheureusement ce qu'on peut. Et c'est vrai que l'actualité, c'est de réunir la filière canard. On a du mal à la réunir actuellement, mais pour avoir un positionnement assez rapide. Pour que derrière, entre guillemets, voilà, quand on fait des permis de construire, on sache au moins que sur ces sujets-là, le champ est ouvert au niveau professionnel. Et après, selon la configuration du projet, il pourra avoir peut-être des nuances apportées par la position consulaire. Mais au moins, on sait qu'on est sur un champ qui est ouvert. Bonjour, Alexis Walani de la société Soner. Je vous appelle parce que vous avez parlé tout à l'heure du fait que les 20 gigawatts pourrait représenter une portion infime du potentiel agricole. Est-ce qu'on pourrait en déduire un critère sur la taille maximale des projets, puisque pour répartir cette manne de manière un peu équitable entre agriculteurs, ou a priori c'est quelque chose qui n'est pas un sujet pour vous, que ce soit des petits ou des grands projets, dès lors qu'ils rempliraient les autres critères que vous avez énumérés. C'est pas ce que vous avez entendu.
très mal. Je reformule pour savoir si la question est celle-ci. Sur les 22 000 hectares, si on prenait l'hypothèse de 50% au sol par rapport à l'ambition PPE, on imagine 22 000 hectares couverts par du photovoltaïque. La question, c'était est-ce qu'on a imaginé une répartition par un objectif régional, imaginons une moyenne c'est ça? Et puis, est-ce qu'on préconiserait plutôt des petits projets pour avoir encore une meilleure dilution ou plutôt des gros projets? Est-ce que c'était ça votre question? C'est ça, c'est la taille individuelle des projets. Est-ce que vous pensez qu'il faut se limiter à 5 hectares, comme sur les centres d'enfouissement? Est-ce qu'on peut monter à des quinzaines, des vingtaines, des trentaines d'hectares qu'on peut voir fleurir des fois sur des zones d'ailleurs de culture? Vous avez là-dessus fait quelque chose? Non, ça a été une question qui a été posée aux professionnels lors du débat, s'il fallait donner, donner un seuil, notamment le seuil qui permettrait, pourquoi pas aussi, de participer à l'un des objectifs qui est de faciliter l'investissement par les agriculteurs, parce que sur les 5 mégawatts crête, vous imaginez, vu les investissements que là, on doit nécessairement travailler avec d'autres types d'investisseurs. Non, le choix des professionnels, ça a été de dire pas de seuil. Autrement dit, on peut tout à fait accompagner des dynamiques en maraîchage, par exemple, si toutefois on arrivait à trouver des interactions positives sur des surfaces de 3 à 5 hectares, tout comme on pourrait avoir des complexes un peu plus, avec de la polyculture élevage, plus conséquents en termes de foncier. Donc là, j'ai envie de dire que vu la configuration des projets aujourd'hui, on a ce panel-là et il n'y a pas de position professionnelle arrêtée pour dire on va privilégier l'un par rapport à l'autre. Il y a 3 questions dans la salle, alors je ne sais pas si vous m'entendez bien. La première, c'est de savoir s'il y avait des informations sur un éventuel appel d'offres creux agrivoltaïque et quelles conditions. Non. C'est simple et direct, mais c'est non à mon niveau. Quels indicateurs la Chambre d'Agri utilise pour qualifier l'optimisation entre le mix de production d'énergie et le mix de production agricole? Voilà, est-ce que c'est du 50-50, du 20? La question, c'est de dire est-ce qu'il y a un pourcentage où on bascule d'activité agricole à activité de producteur solaire, en gros photovoltaïque. C'est ça. Non, il n'y a pas de critère. Aujourd'hui, sur les projets d'agrivoltaïsme, et qu'on les sous-entend, vous prenez appui sur une activité agricole préexistante. Voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous venez y greffer une installation solaire photovoltaïque qui va avoir une interaction positive. Ça veut dire qu'on regarde l'activité agricole telle qu'elle était avant l'installation solaire, ce qu'elle permettait de produire très concrètement. Et l'idée, c'est de s'assurer qu'une fois l'installation solaire photovoltaïque, les rendements agricoles ou autres ne soient pas obérés, ne soient pas pénalisés. Donc, il n'y a pas de critères plus spécifiques. Après, on a bien conscience que selon le foncier agricole concerné par la couverture photovoltaïque, en complémentarité de l'activité agricole, le chiffre d'affaires, par exemple, photovoltaïque, à un certain moment, il pourrait être aussi important que le chiffre d'affaires agricole. Ça, on en a tout à fait conscience. Si c'est ça que vous vouliez dire, par exemple, est-ce qu'on va jusqu'à regarder le chiffre d'affaires, l'excédent brut d'exploitation agricole et le chiffre d'affaires photovoltaïque? Non. Donc, une dernière question qui n'est pas dans le scope de l'agrivoltaïque, mais qui est dans le scope du solaire. Attention, c'est PV et thermique. Est-ce qu'il y a des actions de développement du solaire thermique en milieu agricole? Ah, pardon, oui. J'ai pas bien compris la question là. Oui, aujourd'hui, sur le solaire thermique, au niveau champ d'agriculture, c'était plutôt jusque-là sur la pointe des pieds. Pour autant, aujourd'hui, on est impliqué dans un projet européen qui s'appelle ICAR for Farms, qui vise justement à observer des solutions techno solaire thermique, et notamment spécifiquement une techno d'une entreprise mayonnaise, Fentech, pour ne pas la citer. Voilà. Mais dans l'idée, à court terme aussi, d'avoir un positionnement plus ambitieux pour accompagner les entreprises agricoles sur le solaire thermique. Voilà. Ce n'est pas un sujet sur lequel on est fortement positionné aujourd'hui, mais voilà, à l'appui de cette veille un peu techno et cette expérimentation, on a un pilote en Sarthe avec cette technologie que je viens de citer. L'idée, c'est de l'éprouver, de voir son efficacité énergétique par rapport à d'autres types de technologies pour, à terme, entre guillemets, consolider un accompagnement et conseiller du mieux possible les agriculteurs sur les technologies disponibles. Est-ce que c'était la question? Oui, merci déjà pour toute la présentation, pour l'échange sur ces thématiques. C'est des thématiques compliquées. Voilà, on comprend qu'il faut que ça soit complémentaire à l'activité, mais en aucun cas en remplacement de l'activité.
rajouter. C'est vrai que lorsqu'on vient, et les agriculteurs, mettre des panneaux solaires dans un champ où il y a du blé avec un pied tous les 3 cm de blé, 15 cm ou 20 cm, des pianistes un peu plus, et qu'on nous dit maintenant on va vous mettre une centrale solaire mais vous pourrez cultiver entre les rangs. Non, on enlève de la surface utile agricole. Donc il faut que ce soit complémentaire, il faut qu'on travaille à bonne intelligence et ça sera toute la valeur ajoutée de notre filière de raisonner comme ça. Et pas simplement. C'est beaucoup plus simple de construire 15 hectares d'un seul tenant que là-dessus, sur des terres dans la plaine, que de faire ça sur un centre d'encaissement de déchets ou sur des toitures. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous.